Bienvenue à tous et tous. Et c'est un plaisir de vous accueillir ici pour cette troisième After Work des réseaux de la franchise, où la thématique qu'on va développer ce soir, c'est intéressant parce que c'est le développement à l'international, la master franchise et les obstacles qu'il y a juridiquement pour se développer à l'international et comment choisir les partenaires. Et dans cette organisation, comme Pierre l'a dit, voilà, c'est le président de la commission juridique de l'IREF, Maître Chénat, avec Maître Marie-Hélène Fourier, et dans les cabinets associés de Chénat associés. Et moi, comme la commission à l'international, déléguée à l'international, et je vais présenter à nos invités de ce soir avec Thierry Bell, qui est cofondateur de Begelstein, enseigne français de Bagels, et qui se développe en France et avec 95 points de vente et à l'international, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Belgique, et un total de 107 points de vente. Et on a aussi, merci Morgan, David, responsable franchise de Illy Café. Illy Café, enseigne italienne qui se développe ici en France aussi, avec 19 points de vente et en total, mondialement, c'est 240. Bon. La franchise, le master franchise, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour un franchiseur de faire que son concept soit réitéré sur un territoire qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas, la plupart du temps à l'étranger. Il va donner en quelque sorte les clés en fait, de son réseau pour qu'il soit de nouveau réintroduit sur un territoire qu'il ne connaît pas encore une fois. En fait, c'est une façon de se développer à l'international qui est, à mes yeux, une des plus intéressantes, dans la mesure où le franchiseur va s'appuyer sur un partenaire indépendant et qui va développer à ses frais, en règle générale, sur un territoire, le concept initié au préalable sur le territoire premier du franchiseur. Effectivement, j'ai co-développé le réseau Begelstein, 107 boutiques avec Gilles, mon associé. J'aime à dire que j'ai deux choses dans ma vie qui sont importantes. C'est un, ma femme et mes gosses, et deux, la marque que j'ai créée. Je déteste personne suffisamment pour leur confier ma femme et mes gosses, mais je vais confier ma marque à quelqu'un qui va la porter. Quelqu'un qui va la porter en France dans le cadre de franchise et quelqu'un qui va peut-être la porter à l'étranger dans le cadre de master franchise. Alors on va revenir dans les détails. La marque Begelstein s'est développée à l'étranger à travers 3 types de développement, ce qui est assez intéressant. Un, on a développé des boutiques à l'étranger en succursale, donc c'est moi qui les porte et qui les finance. 2, j'ai développé des boutiques à l'étranger avec des franchisés. Et 3, j'ai développé des boutiques à l'étranger avec des masters franchisés. Donc les 3 sont intéressants, les 3 ont des avantages, les 3 ont des inconvénients. Je pense qu'on les évoquera un peu plus tard. La marque Illy, comme disait Pierre, c'est une marque italienne basée à Trieste. C'est resté italien depuis 1933. À la base, c'est vraiment une marque de café. Donc le café vient de différentes provenances dans le monde entier. C'est en fait ce qu'on dit un one blend, one brand. Donc c'est toujours le même assemblage de café. C'est 9 variétés d'arabica qui sont toujours les mêmes. Et du coup, c'est très technique de pouvoir reproduire en Italie, mais aussi dans le monde entier, cette préparation. Donc il y a un gros travail technique
sur l'équipement, sur les bidons de café qui sont envoyés dans le monde entier. Donc à la base, le grand-père Illy qui a monté l'entreprise, il était chimiste. Donc c'est ça qui nous a vraiment aidé à travailler sur l'excellence du café, pouvoir le développer. Et il faut savoir qu'en fait le café, c'est la deuxième denrée la plus distribuée dans le monde. La première, c'est le pétrole, donc c'est moins intéressant. Voilà, donc énormément d'échanges. Donc à Trieste se fait la torréfaction du café. On le dispatche dans 120 pays maintenant, le café, donc c'est un peu partout dans le monde. Alors l'Université du café, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a développé en Italie au départ. Donc c'est un institut qui forme les particuliers, les entreprises, les restaurateurs sur les préparations à base de café. On peut avoir son master en café, master dans l'économie du café. Il y a énormément d'outils qui ont été développés. Mais c'est pas uniquement au Brésil en fait, même en France, on a l'Université du café, donc nos franchisés font des formations, tous les mois on fait une formation pratique et théorique. Au total on en a 240, donc ça va être des succursales en minorité, parce que la majorité c'est vraiment la franchise. En France on en a 19. Dans tout l'univers, il y en a 107, dont 12 hors France. Et en Europe, il y en a 107, dont 12 hors France. Et 95 en France. 107 95 en France, 12 en Suisse, Belgique, Luxembourg, Allemagne. On ouvre, cette année, on va ouvrir 22 boutiques en France et le développement à l'étranger désormais se fait par le biais de la Master Franchise. Donc on est sur 2 signatures de contrats de Master Franchise en 2019. Le Café Illy, Master Franchise? Alors en fait, on n'utilise plus le terme master franchise, ça a été un petit débat avec Jean-Philippe. Nous, le terme qu'on utilise, c'est Area Development Agreement, ADA. Donc on cherche des partenaires qui ont vraiment l'expérience, l'expertise dans la restauration. On les accompagne, on leur transmet notre savoir-faire et ils ont une zone en fait d'attribuer pour pouvoir se développer. C'est la possibilité pour un franchiseur de conclure avec un partenaire indépendant sur un territoire qu'il ne connaît pas par définition, un contrat qui va permettre à ce partenaire, ce master, de développer un sous-réseau de franchise sur ce territoire. Ce sous-réseau aura toutes les composantes du réseau de franchise initial, la transmission de savoir-faire, la marque, le territoire et les objectifs de développement. Donc en fait, il s'agit vraiment d'un sous-réseau de franchise. L'intérêt évident pour le franchiseur, c'est de s'appuyer sur un partenaire qui est indépendant et qui va faire les investissements au niveau local, ce qui va soulager bien évidemment le franchiseur par rapport, par exemple, à un investissement direct, ce qui est la possibilité aussi pour un franchiseur d'investir un territoire. Un franchiseur peut très bien investir directement dans des points de vente à un niveau local ou s'associer avec un partenaire dans une joint venture, par exemple, pour développer sur ces territoires des points de vente qui appartiendraient à cette joint venture. Donc il y a de multiples possibilités, mais en règle générale, celles que je viens de citer sont relativement lourdes et onéreuses. D'où l'intérêt évident, encore une fois, de la master, s'appuyer sur un indépendant qui va prendre les risques et qui va faire les investissements. En France, on a de la chance, l'environnement de la franchise est extrêmement dynamique. On a des produits très variés, la gastronomie, le luxe, tout ce qui touche la French Touch, tout cela c'est vendeur à l'étranger. Donc rapidement, les franchiseurs ont eu conscience de cet intérêt et ont cherché à se développer à l'étranger. D'où les demandes de plus en plus récurrentes qu'on peut avoir dans notre cabinet également pour une extension à l'étranger. Comme je le disais tout à l'heure, le sous-réseau de franchise va reprendre en gros les critères
du réseau initial. Licence de la marque, le master va lui-même sous-licencier la marque à son propre réseau. Choix de points de vente qui vont être déterminés par le master avec plus ou moins la complicité, j'y reviendrai tout à l'heure, entre guillemets, du franchiseur. Le master va organiser l'assistance technique et commerciale de ses sous-franchisés. Également, le master va organiser l'approvisionnement en produits lorsqu'il y a lieu dans le réseau de ses sous-franchisés. Et en contrepartie, le master va toucher des redevances sur plusieurs postes, des redevances de marque, des redevances sur le chiffre d'affaires, en contrepartie de l'investissement qu'il aura fait auprès de son réseau. Donc l'enjeu, en réalité, pour le master, s'il y a un enjeu à définir et un message que je voudrais faire passer, l'enjeu pour le franchiseur lorsqu'il établit un master, c'est finalement de garder le contrôle. Parce que dans l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, c'est une image un petit peu forte, mais il donne les clés de son réseau à un master qui va le développer sur un territoire qui lui est inconnu. Donc l'idée, c'est justement que ce sous-réseau ne lui échappe pas. J'ai des petits conseils à vous donner que je rencontre au quotidien, en tout cas que je peux donner aux franchiseurs pour tenter de garder le contrôle. Premièrement, contrôle au niveau financier. Comme je vous le disais tout à l'heure, le master n'est pas exclusif finalement d'un partenariat financier avec son franchiseur, entre le franchiseur et le franchisé. On peut très bien créer une société commune pour développer sur un territoire dans laquelle auront investi à la fois franchiseur et master pour contrôler ce développement. Ça permet aux franchiseurs de garder un minimum de contrôle financier sur le réseau. Le contrôle doit passer également par le degré de précision du plan de développement. C'est très important, le plan de développement, c'est un document qui est annexé au contrat de master, dans lequel les objectifs de développement du réseau sont précisés. C'est-à-dire les objectifs en termes d'ouverture de points de vente, en termes de chiffre d'affaires par point de vente, en termes de production, également de possibilités de développement en propre pour le master ou non. Tout cela doit être mis par écrit et de façon précise pour que le franchiseur puisse faire son business plan et savoir où il va, évidemment, avec le développement du master. Étant précisé que le master doit préalablement expérimenter sur son territoire local le savoir-faire du franchiseur pour l'adapter justement au territoire du master. Et donc, cette expérimentation va prendre du temps. Elle va être faite par un pilote sur le territoire choisi. Et le temps qui sera consacré à l'expérimentation du savoir-faire devra être pris en compte par le franchiseur dans son plan de développement parce que c'est un moment où il va finalement pas gagner d'argent ou très peu, puisque les redevances vont pas pouvoir être calculées sur les entrées financières que vont générer simplement l'exploitation d'un pilote. Donc c'est un obstacle déjà majeur et très important, d'ailleurs dont n'ont pas forcément conscience l'ensemble des franchiseurs lorsqu'ils se lancent à l'international. Également, et j'en finirai bientôt, un contrôle du franchiseur sur le plan économique au niveau des redevances. Attention à ce que le calcul des redevances soit bien effectué sur l'ensemble du chiffre d'affaires du master. Les erreurs que je vois, moi, la plupart du temps dans les dossiers, c'est que le calcul de redevances se font, par exemple, simplement sur les redevances que va toucher le master lui-même sur ses propres sous-franchisés. Ce qui est une erreur, puisque, en fait, le master génère un chiffre d'affaires qui est bien plus général, bien plus global, par ses investissements, par ses centres en propre, s'il y en a, par le pilote, on en a parlé tout à l'heure, mais également par la vente des produits s'il a la possibilité de les vendre en direct, directement sur son territoire. Donc tout ce chiffre d'affaires généré par la franchise doit être pris en compte par le franchiseur pour calculer le montant de ses redevances vis-à-vis du master. Enfin, et j'en finis par là sur la présentation juridique, le contrôle du franchiseur doit passer également par son souci de maîtriser le réseau à la fin du contrat de master franchise,
qu'est-ce qui se passe à la fin? Si rien n'est prévu, le risque c'est que le réseau parte sans contrôle, que les sous-franchisés ne rejoignent pas le réseau du franchiseur mais aillent voir ailleurs. Il faut simplement stipuler dans le contrat tous les éléments d'évaluation financière du sous-réseau et des modalités de transmission du sous-réseau au franchiseur à la fin du contrat de master franchise. D'abord, on a beaucoup écouté et on a beaucoup entendu que pour s'installer dans un pays, il fallait d'abord un pilote pour convaincre d'éventuels masters franchisés de venir s'implanter dans le pays. Donc, on a fait ça. C'est ce que vient de dire Maître Chenard. Absolument. Et c'est là qu'on a atteint nos premières limites, parce que ouvrir nous-mêmes un pilote, ça a été assez compliqué. Dans des pays francophones, on arrive à le maîtriser. Dans notre premier pays non francophone, qui a été l'Allemagne, on s'est retrouvé avec des problèmes difficiles de réglementation, de langue, de transposition du concept. On a une communication qui est très borderline, très impertinente, très forte. Et il ne s'agissait pas seulement de la traduire. On a des blagues, par exemple, qui disent quand j'écoute du Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne. C'est difficilement adaptable en Allemagne. Mais donc ça, on le savait et on a changé. Mais il y a d'autres choses qui ne font absolument pas rire et qui sont des erreurs graves de goût en termes d'humour et qu'on n'a pas détectées à l'origine. De la même manière, sur le produit, on a fait des études de marché. Nos études de marché ont mis en évidence que il y avait une forte appétence pour des produits tels que le bagel, qui étaient consommés toute la journée, mais nos études de marché n'ont pas montré que l'appétence pour ce genre de produit était sur un format plus petit. Ils en mangent plus souvent, mais plus petit et moins cher. Et si on avait eu un partenaire sur lequel s'appuyer pour cette première boutique, on aurait contourné des écueils qu'on s'est pris dans la tronche facialement. Donc ça a été assez compliqué. Le deuxième complexité, ça a été le management de salariés dans une autre langue, dans un autre contexte juridique, dans un autre contexte social, avec d'autres formes de management. Et se prendre ces deux-là nous ont en fait contraints à avoir un objectif complètement contraire à celui qui était l'objectif initial. D'un pilote valorisant qu'on espérait être une vitrine pour aller chercher des masters franchisés, on s'est retrouvé à gérer des problématiques qui donnaient envie à aucun master franchisé de venir chez nous. Donc ça a été assez compliqué, ça nous a coûté cher et ça nous a contraints à repenser notre stratégie d'implantation qui est de travailler pas avec un pilote fait par nous, mais en collaboration avec un partenaire local pour ouvrir conjointement les premiers pilotes. La marque, c'est toujours un enjeu important dans les contrats de master franchise comme dans les contrats de franchise. Donc le premier réflexe que doit avoir le master, effectivement, c'est de déposer sa marque à l'international. Donc deux canaux qu'on connaît maintenant bien, qui sont la marque de l'Union européenne qu'on peut déposer directement auprès de l'Office européen des marques, un seul dépôt en ligne, une protection dans les 28 pays de l'Union européenne, une exploitation même dans un seul pays protège la marque sur tous les pays de l'Union européenne, donc c'est quand même assez facile. Et pour les développements hors Union européenne, eh bien on passe par l'OHMI, qui est l'Office, l'OMPI, qui est l'Office mondial de la propriété intellectuelle, auprès duquel on va tout simplement former une demande dans le pays cible et qui se charge, lui, de transmettre dans chacun des pays cibles, la Chine, l'Asie, arabe ou autre, les demandes d'enregistrement qui vont correspondre à une demande d'enregistrement national. Alors voilà pour le côté un petit peu technique des choses, mais au-delà de ça, au-delà de la marque, c'est tout un environnement de propriété intellectuelle qu'il faut protéger dans un contrat de master franchise qui est constitué par le savoir-faire sur lequel le franchiseur a un droit d'auteur qu'il va accorder également en licence
au master, mais également des éléments qui sont protégeables au titre, par exemple, des modèles, comme par exemple dans les restaurants, tout ce qui est normes architecturales, etc., font également véritablement l'objet de droits de propriété intellectuelle qui doivent être protégés au niveau du master pour que, comme on vient d'en parler, quand il y a besoin d'adaptation dans les pays à l'étranger, et c'est nécessaire, des questions de taille, de couleur, de goût, il faut en prendre compte, eh bien il faut que toutes ces modifications appartiennent véritablement aux franchiseurs d'origine et non pas au master qui ne s'en fera que le relais au niveau local du développement de la franchise. Alors, un témoignage, exactement dans la situation de possède la marque, et ça passe continuellement en Amérique du Sud, en Amérique latine, et il y a des franchiseurs français dans les secteurs des maillots de bain qui, malheureusement, à cause de qu'ils n'ont pas déposé sa marque en Amérique latine, maintenant, ils ne peuvent pas aller dans les pays pour se développer, pour pouvoir trouver un master franchise, pour pouvoir exporter sa marque. Voilà, il y a cette contrainte et c'est une grande difficulté. Et je vous insiste à faire cette position de marque en principe. La même chose se passe en Amérique centrale, à Panama. Il y a beaucoup de commerce et ça c'est un grand souci qu'il y a. Il y a des succès dans d'autres pays, heureusement. Il y a déjà une distinction entre un franchisé à l'étranger et une master franchise. C'est pas parce qu'on va à l'étranger qu'on est forcément en master franchise. Nous avons ouvert, par exemple, à Bruxelles avec un franchisé. Mais il y a déjà quelque chose qui est extrêmement différent dans la mentalité, c'est que le franchisé, il signe à Bruxelles une boutique Begelstein parce qu'il a un véritable coup de cœur et qu'il se projette, lui, en tant qu'intuitif personné, derrière un comptoir, en adhésion avec les valeurs de la marque, et il parle avec ses tripes et avec son cœur. Un master franchisé, c'est quelqu'un qui va investir pour une exclusivité territoriale, qui va casser les tasses derrière le comptoir et qui va avoir une rentabilité et un objectif financier. L'aspect affectif, il sera présent, mais il est bien plus dilué. Donc c'est un état d'esprit complètement différent. Mais vous n'avez aucun master franchisé? J'ai un master franchisé en Suisse, qui est un groupe suisse avec lequel on a contracté, et ça se passe extrêmement bien, et on rebondit sur le cadre contractuel qu'on a décrit préalablement. On a des objectifs d'ouverture qui sont très normés, où on a un calendrier d'ouverture qui est la contrepartie de l'exclusivité. Moi, en échange de ce calendrier, j'ai consenti à m'interdire d'ouvrir sur ce territoire. C'est une concession que je fais. Je ne veux pas que ce territoire soit bloqué et reste vide. Donc il y a une obligation d'ouverture avec un calendrier agréé sur ce territoire, avec des pénalités en cas de non-ouverture et des rendez-vous qui sont pris au cours de la durée de vie du contrat. Se posera à la fin du contrat la question de savoir quid des boutiques ouvertes, qu'elles soient par mon master franchisé ou par son sous-réseau de franchisés. Et on a une expérience qui est tout à fait probante et successful en Suisse. Après, on a beaucoup de demandes de pays beaucoup plus exotiques et où on s'interroge et où on évalue et on essaye de travailler le risque. L'Inde, par exemple, est un pays qui nous fait des appels du pied depuis des mois. Et la question est de savoir comment contracter, comment définir un contrat, comment garder le contrôle tel que c'était décrit préalablement, ce qui est très important. J'ai aujourd'hui une marque, j'ai 107 boutiques qui la portent. Comment être sûr et garantir à mon réseau aujourd'hui qu'elle ne sera pas dévalorisée et détruite demain parce qu'elle est dans un autre pays et avec un partenaire que je ne connais pas, dans une langue que je ne connais pas, dans un environnement que je ne contrôle pas et surtout dans un cadre juridique qui peut-être ne va pas me permettre de faire appliquer mon contrat. Parce que c'est très bien d'avoir un contrat, c'est très bien d'avoir un cadre, mais après il faut le faire appliquer et respecter.
Oui, alors nous avons travaillé des pays francophones, mais surtout des pays mitoyens. Pourquoi? Parce que nous fabriquons tout ce que nous vendons et nous ne les congelons pas. Donc nous avions une démarche limitrophe forcée par notre business model, qui aujourd'hui est en train d'évoluer. Et nous sommes aujourd'hui capables d'avoir des unités de production délocalisées qui nous permettent de dépasser ces frontières. Donc nous avons passé beaucoup de temps à dire non à des sollicitations même moins exotiques. Et aujourd'hui, nous ouvrons nos frontières à d'autres pays européens. C'est toujours assez compliqué parfois de dire même quels sont les pays européens. Est-ce que la Suisse est un pays européen? Est-ce que la Norvège est un pays européen? Et ça pose d'autres types de problèmes. Mais oui, aujourd'hui, on travaille beaucoup les pays nordiques. On approche l'Espagne et l'Italie, ou plutôt c'est l'Italie et l'Espagne qui nous approchent. Et on a des sollicitations au Moyen-Orient également. Jean-Philippe Chenard. Oui, merci. Oui, vous parliez du contrat tout à l'heure effectivement de l'effectivité de son exécution. C'est bien beau d'avoir un contrat, encore faut-il l'exécuter, c'est tout à fait exact. On a beau se faire plaisir en rédigeant des belles clauses, voilà, il faut que ce soit efficace. Néanmoins, il y a quand même une base. Déjà, tenter de le soumettre au droit français, tenter de faire en sorte que des tribunaux français soient compétents. Bon, il y aura toujours les exceptions avec les lois locales, mais déjà, on aura fait un grand pas. Ensuite, sur la production, c'est intéressant ce que vous disiez, parce qu'on rencontre souvent la problématique dans les contrats. Lorsqu'il y a de la production, comme dans votre réseau, où il y a de l'achat un petit peu captif, parce que ça fait partie du savoir-faire, de votre savoir-faire, la conception des unités de production, j'ai compris, elles n'étaient pas délocalisées parce que vous gardiez la main dessus, mais comment ça se passe dans votre réseau? Est-ce que vous vendez vos produits aux masters qui les revendent ensuite au sous-réseau, ou est-ce qu'il y a un système de vente directe? Et s'il y a vente directe, est-ce qu'il y a un système de commissionnement comme une centrale de référencement pour le master? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors sur l'aspect production, avec notre master franchisé suisse, nous avons bien étudié les pour et les contre. La Suisse est un pays extrêmement protectionniste et la question c'est de savoir est-ce que nous commercialisons nos produits et les vendons en Suisse. Nous avons une unité de production à Lyon, donc c'était assez simple, mais les heures de frontière à passer pour dédouaner tous les matins pour des produits de panification et de pâtisserie frais ont été rapidement un obstacle qu'on a levé autrement, et nous avons décidé, en collaboration avec notre master franchisé suisse, de lui céder... En fait, nous avons deux contrats de master franchise. Nous avons un contrat de master franchise distribution qui diligente tout l'aspect ouverture de boutique, et nous avons un contrat de master franchise production où nous avons transmis notre savoir-faire et créé une unité de production qu'il pilote lui-même là-bas. Donc c'est comme ça qu'on a organisé la master franchise en Suisse. Le concept de point de vente s'appelle Illy Café. Alors c'est vrai qu'il s'est appelé à une époque Espressamente, il en reste quelques-uns, Espressamente Illy. C'était vraiment une volonté de faire évoluer le concept. Donc le nom a changé, mais d'autres éléments également. Donc actuellement, en fait, pour revenir à la base, en 2006, on a ouvert le premier point de vente Espressamente Illy à l'époque. Et alors c'est assez étrange parce que c'est une entreprise italienne, mais le premier a ouvert rue Aubert à Paris. C'était vraiment pour faire un test à l'international. Donc il y a eu une équipe italienne qui a été exportée à Paris, une équipe réduite et qui s'est vraiment appuyée sur une filiale qu'on avait depuis les années 60, puisque chez nous il y a vraiment deux parties, une partie B2B qui vend le café, qui le distribue en GMS, au réseau du CHR et sur Internet, et la partie B2C a été créée pour tout ce qui est boutique, pour les points de vente. Donc l'idée de pourquoi on a créé ce concept de point de vente, c'est qu'on est toujours un industriel du café, mais on voulait expliquer ce que c'est le vrai café à l'italienne, le bar à l'italienne, où on vient, on consomme, on prend son espresso au comptoir, on peut prendre un apéritif, il y a vraiment tout un monde à découvrir. Donc ce premier point de vente a ouvert, et depuis on l'a fait évoluer avec le tout dernier concept qu'on a ouvert à côté des Halles, à côté du Forum des Halles. Donc on retrouve la partie café bien sûr, et ce qui est intéressant c'est que maintenant les ventes de café ça représente que 40% des ventes.
Maintenant, c'est plutôt la restauration qui occupe la part principale. Et on a aussi une partie retail, donc c'est tout ce qui permet de consommer du Illy à la maison, avec les machines à café, les tasses décorées par des artistes. Voilà, on retrouve tout cet univers. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'était une succursale, maintenant on a 4 succursales à Paris, ça nous permet vraiment, ça sert de vitrine à nos futurs franchisés, ça nous sert de lieu de formation, on fait des immersions pour nos franchisés, on teste des nouveaux produits aussi, donc si ça fonctionne, on le propose aux franchisés, sinon on oublie. Et ça nous a permis donc de développer la franchise en France. On en a ouvert aussi à Londres à côté d'Oxford Circus, à Southend, donc ça nous a permis de contacter des franchisés localement. On a ouvert à Vienne également, à Milan aussi, on a des succursales, donc ça nous permet de montrer notre savoir-faire et de communiquer sur... Oui, c'est fait vraiment au siège en Italie. Après, moi, je m'occupe de la France, de la Belgique et du Maroc aussi, parce qu'on a un partenaire français qui est installé au Maroc dans les aéroports. Donc ça a été pour moi l'occasion d'ouvrir le marché marocain il y a 3 ans, et maintenant on a 5 points de vente. Donc on est en aéroport et aussi en centre-ville. Alors en fait, il y a un petit peu de tout. Il y a ça, bien sûr, des indépendants. Par exemple, on a ouvert à Ajaccio avec un restaurateur. On a ouvert à Bordeaux, Angers. Donc ça, c'était vraiment des indépendants qui ont craqué pour la marque, la culture italienne. Mais on travaille aussi avec des groupes comme les Galeries Lafayette, Areas. On a travaillé avec SSP. Donc ils ont certainement eu un coup de cœur aussi, mais il y avait tout l'aspect financier qui est rentré en ligne de compte. Donc voilà, mais il y a toujours le coup de cœur parce qu'on est italien. Je suis bretonne, mais bon, je dis quand même on est italien. Il faut vraiment avoir ce côté passion, le côté service client, c'est vraiment clé dans nos points de vente. Thierry Vell. Je trouve ça assez amusant d'entendre que les cafés Illy essayent de progresser dans leur mix produit sur des aspects de restauration, alors que dans la restauration, on essaie de progresser sur le mix produit du café. Et que décidément l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Par rapport à la master franchise, juste sur le petit focus café, et je rebondis sur ce que vous disiez, on travaille actuellement sur l'Italie avec des partenaires potentiels, et c'est intéressant de constater que le café, qui fait un tout petit peu moins de 10% de notre chiffre d'affaires, est un vrai sujet de préoccupation du master franchisé, et non pas le bagel, mais le café, parce que l'appétence et l'exigence du marché italien sur le café est extrêmement complexe, beaucoup plus qualitative que la demande sur les marchés sur lesquels on est actuellement, que ce soit la France, la Suisse, Belgique ou Luxembourg, et à des prix qui sont bien moindres. Donc ils sont pas fous, hein, ils ont un meilleur café et qui sont prêts à payer beaucoup moins cher. Donc ça en fait un point d'accroche. Donc c'est assez intéressant de noter que sur un produit qui peut paraître secondaire, on se retrouve avec un vrai sujet de discussion qui va emporter ou ne pas emporter peut-être l'adhésion à la master franchise du produit principal. Ça se passe aussi comme ça. Marie-Hélène Fournier. Merci. J'avais une petite question. Est-ce que Illy a besoin également réciproquement de s'adapter, par exemple en France? Est-ce que vous faites l'écho en Italie du marché français et de ses spécificités en matière de goût et éventuellement également en matière de propriété intellectuelle? Des évolutions du savoir-faire qui seraient nécessaires en France? Alors on peut s'adapter en termes de format, parce que déjà on a le format boutique, on a des kiosques, on a des rolling stores aussi, donc en termes de format on s'adapte. En termes d'aménagement également, je sais que moi pour la France je travaille avec mon architecte qui est italienne. Alors bien sûr on reste dans l'état d'esprit du concept, mais s'il faut déplacer une vitrine, plus la mettre dans le flux, alors qu'en Italie c'est vraiment le comptoir qui prime, ça c'est possible de faire des adaptations. Et puis ce qui compte aussi c'est le business plan, donc il faut que ça fonctionne. Étant donné que la partie alimentaire c'est 50% du chiffre, il faut vraiment que ce soit visible dès l'entrée, donc ça on travaille là-dessus. Et puis pour la partie offre, on est obligé déjà de s'adapter parce qu'on est présent dans 40 pays. On ne va pas faire venir tous les produits d'Italie et c'est aussi un intérêt de nos franchisés. Ils nous contactent parce qu'ils savent qu'on est adaptable au niveau de l'offre alimentaire.
On doit rester dans l'esprit italien, on doit retrouver tous les moments de consommation, petit déjeuner, déjeuner, l'après-midi ça va être des pauses gourmandes avec des tiramisu, des produits vraiment italiens, mais on peut trouver et puis l'apéritif aussi qui est assez sympathique à développer avec des produits italiens, mais on peut trouver localement des produits, maintenant des produits italiens, on peut en trouver de très bonne qualité dans beaucoup de pays. Donc, par exemple, au Maroc, quand j'ai ouvert au Maroc, j'allais pas faire livrer des tiramisu d'Italie. Déjà, les droits de douane, fallait oublier. Donc, on s'est adapté localement. Par exemple, on a lancé une gamme de quiches au Maroc, alors qu'on ne les fait pas ailleurs. Mais bon, voilà, c'était une opportunité. Ça fonctionne très bien. C'était une demande du marché. Voilà. Ce qui est intéressant de voir dans vos expériences respectives, c'est qu'au-delà des différents marchés et des différentes adaptations qui ont été nécessaires, il y a toujours vraiment la marque qui reste là, extrêmement présente au-delà des différences culturelles et qui rend ces développements à l'étranger possibles, en fait. C'est autant d'expériences de succès, véritablement. Mais ça rend aussi l'expérience difficile. La marque et le respect de la marque est le phare qui nous guide dans les décisions stratégiques que nous prenons. Et est-ce que ça apporte de la valeur à la marque ou est-ce qu'on dit mais dans mon pays, toi tu connais pas, et c'est vrai, je connais pas, il est impératif d'avoir des frites et des pizzas, jusqu'où je vais, quelles concessions je suis prêt à accepter pour que ma marque s'installe là-bas. Et au début, on est tellement heureux qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à prendre un risque aussi et à porter cette marque dans un autre pays, dans un autre environnement, on est souvent un peu anesthésié vis-à-vis de cette question-là. Or, elle est fondamentale. Jusqu'où je suis prêt à assouplir mon concept pour m'installer dans ce pays? Et il est impossible de dire je suis prêt à faire n'importe quoi. Parce que le réseau en France, il a besoin d'une cohérence même à l'étranger. Il a besoin de comprendre les repères de la marque, il a besoin que l'ADN de la marque soit réitéré, c'est un terme que Maître Chenard disait. Cette réitération, elle doit se passer sur un cadre similaire. Sinon, on perd la marque. En fait, c'est vrai qu'on arrive avec notre concept, on veut apporter des idées, un savoir-faire, mais parfois c'est les franchisés aussi qui nous challengent. Par exemple, je pense que c'est au Qatar qu'on a développé un tiramisu qu'on a fait uniquement là-bas au départ. C'était pour s'adapter au goût local. On a mis des dattes, des figues, du miel. Ça a très bien marché. Et ça a été développé dans toutes nos boutiques du Moyen-Orient. Et maintenant, on a ça dans notre manuel classique en fait. Donc le fait d'être aussi un petit peu ouvert, ça peut nous apporter des ventes supplémentaires après. Ça me donne des idées, on va mettre date, figue, miel. Bon, allez. Non, mais ça peut... Pourquoi pas? En tout cas, on va avoir besoin de partenariats ancrés en Italie pour l'Italie. Est-ce qu'après c'est reproductible ailleurs? Je ne sais pas, mais je pense que ça pourrait être une vraie phase de discussion pour nous faciliter notre introduction sur le marché italien, oui. Merci. Non, on prendra une commission. Alors un dernier petit mot sur la marque. Effectivement, on parle d'expériences heureuses et de nouveaux projets, et c'est tant mieux, mais parfois il peut y avoir des expériences malheureuses, et nous avons eu à connaître un franchisé étranger qui n'avait pas traduit sa marque en France, et c'est un franchisé indélicat qui s'en est chargé et qui s'est également chargé du dépôt. Donc ça a été quand même très compliqué, la relation s'est mal passée et le contrat a cessé, et on s'est trouvé avec une marque déposée en fraude des droits du franchiseur. Donc là, dans ce cas-là, nous effectivement on intervient, et heureusement il y a différentes actions, dont une action de revendication de la marque qui permet au titulaire qui a été un petit peu spolié, au titulaire de la marque étrangère spoliée, eh bien de demander à un tribunal de tout simplement dire non, finalement c'est pas la marque d'un tel, c'est bien ma marque à moi, et le tribunal, sans même juger la contrefaçon, va tout simplement changer le nom du titulaire de la marque auprès des offices d'enregistrement. Donc effectivement, heureusement, il y a des possibilités judiciaires pour rattraper les situations, mais encore une fois, au stade du contrat et avant de se lancer sur un marché, il est impératif, stratégiquement, vous l'avez dit, de bien se préoccuper de la défense de ses droits de propriété intellectuelle.
Alors, effectivement, il y aura des vérifications à faire. Hein. Le master qui veut, par exemple, porter une marque à l'étranger va s'inquiéter de l'antériorité du réseau, du nombre de franchises déjà existantes. Et puis, réciproquement, le franchiseur va également s'intéresser de savoir quel est l'historique du candidat master. Est-ce qu'il a l'expérience dans ce marché suffisamment pour pouvoir être susceptible de réitérer le succès de la marque, mais pas non plus pour lui prendre tout le concept et puis un peu partir avec. Donc c'est toujours cet équilibre subtil dans le développement à l'étranger entre faire porter le risque du développement à l'étranger par un autre en la personne d'un master et également garder le contrôle sur ce développement. C'est ce qu'on évoquait et c'est vraiment le lieu et les enjeux du contrat de master franchise. Lorsqu'effectivement un franchiseur a envie de se développer directement en franchise directe à l'étranger, il peut le faire. C'est beaucoup plus simple stratégiquement et juridiquement, mais ça a un coût évidemment très important et c'est l'économie que veut faire le franchiseur lorsqu'il choisit un master. Il y a effectivement une notion économique qui est extrêmement importante. Un master franchisé à qui on confie sa marque va permettre de se développer beaucoup plus rapidement et d'assumer les coûts de ce développement. A contrario, on a un risque sur le contrôle. Je sais que par exemple, nous, on exige de sélectionner et de valider les 3 premiers emplacements parce que c'est aussi facile de s'installer n'importe où et de dire qu'après, ça ne marche pas. Donc, on impose ce type de règles, mais il faut aussi avoir une réalité de la vision économique, c'est que les profits qu'on attend sur un master franchisé sont moindres de ceux qu'on aurait avec soit un franchisé, soit une boutique en succursale. Ne serait-ce que pour laisser vivre et laisser de l'oxygène à ce master franchisé. Il faut que lui, il puisse lui-même sous-franchiser. Et donc, il faut que le niveau de royalties et le niveau de droit d'entrée lui permettent de dégager une rentabilité en sous-franchisant. Si on l'étrangle au départ, il n'a plus aucun intérêt à avoir un master franchisé, à avoir des sous-franchisés, pardon. Donc, trouver un master franchisé, ça permet d'aller vite, ça permet d'aller à moindre coût, mais c'est souvent moins rentable que d'autres formules. Il faut aussi le souligner. Alors, il y a une question donc, d'un internaute qui est en train de suivre cette émission en direct, puisque je vous rappelle que pendant 1 heure, on est en direct sur la page Facebook de l'IREF, donc qui était qu'effectivement, il trouvait qu'effectivement l'adaptation à la culture locale était un problème qui se posait de toute façon pour toutes les franchises qui voulaient s'internationaliser, mais il était très soucieux du problème de la protection de la marque. Donc peut-être Marie-Hélène revenir un peu sur ce point. Et puis ensuite, je voudrais poser une question à Jean-Philippe Chenard. Il y a eu des franchises très connues qui, en France, se sont, entre guillemets, mal comportées. On ne va pas donner de noms, aussi on peut peut-être donner des noms, mais les contrats étaient des contrats signés, par exemple, aux États-Unis, et certains franchisés se sont trouvés dans des grosses difficultés lorsqu'il a fallu attaquer le franchiseur, qui était aux États-Unis. Il faudra peut-être que vous reveniez sur ce cas. Ce n'est pas le cas de Bagelstein ni de Café Illy, bien sûr. Hein. Alors, pour répondre à la question qui a été posée sur la marque, déjà, il faut bien comprendre que l'enregistrement d'une marque, c'est un préalable absolument impératif au développement à l'étranger. Hein. Donc déjà, quand on a dit ça, avoir une marque qui est déposée, qui a déjà été utilisée, dont le succès a été déjà réitéré sur un réseau de franchise national, eh bien c'est déjà une très bonne base pour ensuite envisager un développement à l'international qui ne sera possible qu'à condition d'avoir une marque internationale qui correspond au pays cible de développement. Donc si c'est dans l'Union européenne, une marque de l'Union européenne, pourquoi se priver, pourquoi aller déposer quand on veut se développer en Allemagne une marque allemande? Non, déposons directement une marque de l'Union européenne, c'est évident, mais il faut parfois rappeler les évidences. Et puis, lorsqu'on envisage un développement hors Union européenne, eh bien là, il faut également être très vigilant sur l'efficacité du dépôt qui aura été fait, parce qu'il est susceptible d'opposition dans le pays cible
pour certains produits et services. Donc là, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus délicat, mais c'est véritablement une fois qu'on aura sa marque internationale désignant tel pays cible, qu'on va pouvoir évidemment envisager un développement en franchise, parce que rappelons quand même que sans marque, il ne peut pas y avoir de franchise ni de master franchise. Et, question très pratique justement à Thierry Vell, Bagelstein. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, mais Bagelstein, on a l'impression qu'à New York, il y a des Bagelstein à tous les coins de rue. C'est faux, c'est vrai? Dans l'esprit des gens, c'est vrai, donc c'est vrai. Non, allez. Qu'est-ce que vous avez déposé? On a déposé tout ce qui était déposable. Hein. Tout ce qui était déposable, et chaque fois qu'on a un contact avec un pays, on dépose. Ça me coûte cher, sauf en Europe, puisque effectivement, on a la chance. Mais l'Europe, elle a aussi ses limites. Bon, en parce Angleterre, que par exemple, je fais quoi pour là être clair, en dehors de la blague, Bagelstein n'existait pas. Vous avez créé le nom de Bagelstein Absolument. Complètement. Ah et oui, vous tout à avez fait. même imaginé une histoire. Ah, on a imaginé une histoire. On a dans chacune de nos boutiques un arbre généalogique qui récapitule la soi-disant invention du bagel par ses ancêtres. Et oui, on a inventé... Et ça, c'est déposé? Oui. Ouais. On a tout un storytelling déposé. Après, encore une fois, il y a le droit et il y a son exécution. C'est-à-dire que c'est déposé. Maintenant, quand un juge a tranché sur le fait que c'est un signe distinctif de la marque et le fait d'avoir un cadre rouge au lieu d'un cadre bleu permet de le protéger ou pas de le protéger, c'est une autre histoire. Mais c'est déposé. Et vous allez assez loin dans justement ces précautions, cadre noir, cadre le logo, la couleur, etc. Oui, on va assez loin. Alors la jurisprudence évolue, et je parle sous le contrôle de notre avocate préférée, mais c'est vrai que la notion de contrefaçon sur l'aménagement d'une boutique a quand même bien évolué ces dernières années. Et les Apple Store y ont contribué largement, puisqu'ils ont une forte identité, et ça nous aide. Mais les tribunaux n'ont pas toutes la même sensibilité, la même réceptivité à cette problématique. Alors, D'une petite subtilité, voilà, c'est pas seulement registrer la marque tal comme c'est, par exemple, une situation, témoignage que j'évoque de l'Amérique latine, c'est Pain de sucre, on connaît, c'est une marque française de maillot de bain faite en France. Et l'effet de quelqu'un malin a registré la marque Pain de sucre, seulement comme ça, ne permet pas que Pain de sucre rentre dans l'Amérique latine à se développer. Ça veut dire que, attention, parce que ce n'est pas exactement enregistrer la marque comme telle, sinon la différence entre mots qu'à la fin, en tout cas en Amérique latine, juridiquement, ça veut dire, bon, c'est la même chose. Dans la traduction, c'est la même chose. Et ça, comme tu disais, Thierry, avec la langue, la différence de langue et tout ça, c'est important aussi, l'adaptabilité, mais aussi faire attention de qu'on est dans notre pays et il y a des habitudes dans notre pays et c'est à notre culture et il faut s'adapter et il faut vérifier aussi. J'entends beaucoup dire, voilà, c'est les tribunaux d'accord avec les contrats de la France, mais aussi il faut avoir la contrepartie dans la partie juridique, la réglementation dans les pays où on va se développer. En fait, les cas que vous citez, en règle générale, il s'agissait de réseaux de franchiseurs étrangers qui effectivement faisaient signer en direct aux franchisés locaux, donc français en l'occurrence, des contrats de franchise, mais direct entre le franchiseur américain en l'occurrence et le franchisé français, sans l'intermédiation de master. Souvent, les contrats, ils étaient traduit maladroitement en français, mais on voit bien que c'était de l'anglais traduit littéralement. Et surtout, les clauses dont on parlait notamment d'attribution à un tribunal américain, la soumission à la loi américaine étaient bien présentes. Alors, il y a deux niveaux de raisonnement. Soit un juge peut considérer, soit on peut considérer en général que le franchisé a la capacité d'apprécier et de se défendre et d'être conseillé
pour être à armes égales par rapport à un franchiseur américain qui va déployer toutes ses armes juridiques. Voilà, ça peut être le cas, puisqu'on peut avoir des franchisés voilà, qui savent se défendre et qui savent négocier point par point les contrats. Soit on peut avoir affaire à une population cible très, entre guillemets, fragile, ou en tout cas pas du tout au fait des subtilités juridiques. Donc là, évidemment, on voit qu'il y a une disproportion de force entre les deux parties. Donc, la loi internationale n'interdit pas d'attraire devant un tribunal étranger avec une loi étrangère, à l'exception des lois de police locales qui doivent s'appliquer quelle que soit la loi des parties, c'est-à-dire des dispositions légales dans un pays qui s'appliquent quoi qu'on mette dans le contrat, d'accord ? Mais néanmoins, effectivement, s'il y a une trop grosse disproportion, il peut y avoir des moyens juridiques différents d'attaquer le contrat, notamment par le biais de motivations plus classiques en droit des obligations, comme le dol notamment. Et je voulais aussi ajouter que, en tout cas en France, le Code de procédure civile permet à une partie, comme un franchisé français, d'intenter devant des tribunaux français, alors que le contrat prévoirait la compétence de tribunaux étrangers, d'attraire devant un tribunal français pour obtenir des mesures d'urgence ou conservatoires, la plupart des cas devant un juge des référés, pour obtenir ces premières mesures. Donc ça, le Code de procédure français le permet, alors que le contrat pourrait dire le contraire, et ça permet dans un premier temps déjà de sauvegarder ses droits.